Bonjour à tous, merci d'être venus. On remercie donc aussi Maghreb Émergent pour l'accueil et Radio M aussi pour l'accueil. Aujourd'hui, on va présenter une plateforme qu'on a appelée plateforme Itnahawga. C'est un travail sur lequel on planche depuis déjà quelques temps. Donc nous avons fait, comme un peu à l'habitude de Nabni, une publication qui on espère apportera une contribution utile au débat. Alors, qu'est-ce que la plateforme Itnahawga? En quelques mots, il s'agit, au-delà du slogan qui fait l'unanimité depuis le début du Hirak, on a essayé d'apporter un contenu. Donc, ce qu'on a tous pu constater, c'est qu'il y a eu un certain nombre de propositions. Il y a eu de nombreuses propositions en matière de feuilles de route pour aller vers une transition. Et on s'est dit que peut-être qu'il serait important d'aller un peu plus dans le contenu de où est-ce qu'on veut aller, pas uniquement comment on doit y aller. Donc, comment s'articule le papier qu'on a mis en ligne en fait et qu'on partagera avec vous donc à l'issue de la conférence de presse. Mais initialement, on souligne l'objectif de cette plateforme, c'est d'ancrer l'exigence de départ du système dans une plateforme de changement. Donc il s'agit d'une plateforme de changement que l'on souhaite co-construire avec les citoyens, avec la société civile, avec toutes les parties prenantes qui sont concernées. Et donc, il s'agit de définir un cap et vers où on veut aller. Pas uniquement définir quelles seraient des étapes d'une transition, mais surtout vers quel état démocratique, vers quel état de droit qui est réclamé donc chaque vendredi depuis le 22 février, on veut aller. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il ne s'agit pas seulement de faire partir des figures, les figures du régime dans le slogan Itnahawga, c'est aussi de démanteler, de déconstruire le système qui, en fait, a la main mise sur l'Algérie depuis des décennies et faire en sorte donc de démanteler les pratiques et s'assurer qu'il ne se régénérera pas, c'est-à-dire de ne plus jamais revenir à l'avant 22 février. Donc on considère qu'il y a 3 piliers fondamentaux sur lesquels le régime s'est toujours appuyé, le régime autoritaire, donc ce qu'on appelle typiquement le système. Premièrement, c'est le pouvoir de nomination sans contrôle ni redevabilité. Ça veut dire quoi? Que depuis toujours, l'exécutif ou ce qu'on appelle le système, ont une capacité absolue, un monopole de fait, de désigner les représentants, les responsables au niveau des administrations, au niveau des institutions, sans aucune transparence, sans aucun contrôle et sans aucune redevabilité. On va expliquer un peu plus dans le détail, mais ça fait partie des leviers du système autoritaire. Le deuxième axe, c'est la répression des libertés, qu'elles soient individuelles ou collectives, et donc qui ne permet pas justement, notamment d'avoir de contre-pouvoirs en face. Et c'est un petit peu une des raisons pour lesquelles nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet, c'est que je disais tout à l'heure qu'on parle beaucoup de transition et de feuilles de route, et on parle soit de présidentielle, soit d'assemblée constituante, de processus constituant. Il y a eu beaucoup de débats autour de ça, mais nous sommes convaincus que ce n'est pas une élection présidentielle ou une nouvelle constitution qui vont régler le problème. On le sait très bien, on a eu des constitutions qui étaient plus ou moins démocratiques, et ça n'a pas pour autant changé la nature du système, ça n'a pas changé les pratiques, ça n'a pas changé toutes les dérives autocratiques. Donc sans contre-pouvoir en face, contre-pouvoir qui viennent et de l'équilibre déjà entre les différents pouvoirs, mais aussi des citoyens, de la société civile, de la société politique,
les dérives seront inévitables. Et un des leviers majeurs, c'est justement cette absence de liberté collective et individuelle. Et enfin, c'est l'opacité qui fait que nous ne sommes absolument pas en capacité de démonter les pratiques du régime, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas comment les décisions sont prises, par qui elles sont prises, dans quel intérêt. Et ça, c'est donc ce troisième axe qui est utilisé, qu'on considère comme absolument nécessaire à démanteler. Voilà, on va rentrer un peu plus dans le détail. Je vais laisser Abdelkarim présenter à partir des 3 axes que vous allez retrouver donc au sein de ce petit graphique qu'on a fait. Quel est l'impact sur les différents domaines économiques, sociaux et politiques du pays? Donc, en continuité, comme vous pouvez le constater, donc, nous avons identifié un peu un noyau dur de mécanismes de fonctionnement et ce qui permet au système de durer, qu'on a classé en 3 catégories. Donc l'opacité dans le fonctionnement de l'État, par exemple, un des exemples concrets qui nous parle, c'est que tout le monde parlait de la loi sur les hydrocarbures, mais on ne l'avait pas vu. Alors que nous, on propose, par exemple, depuis plusieurs années, cette idée de publier les textes et permettre aux gens d'interagir avant qu'ils passent déjà au niveau du Parlement. C'est un exemple concret comment on peut construire, bâtir une loi sans que personne n'intervienne dans le processus. Donc l'opacité dans le fonctionnement du système, c'est le cœur du réacteur. Le deuxième point, c'est un point clé, le pouvoir de nomination, c'est-à-dire qui nomme. Et le troisième, c'est tout ce qui concerne les différentes restrictions aux libertés. Ça, c'est le cœur du fonctionnement. Il y a d'autres facteurs importants qu'on a considérés comme moins critiques, et peut-être les semaines prochaines, on va les rediscuter au niveau des débats. Mais il y a déjà 3 grands piliers sur lesquels nous avons voulu faire des propositions qui pouvaient démanteler ces 3 fondements. Le premier concerne les libertés, les espaces politiques, syndicaux. Vous savez très bien que beaucoup de partis ne sont pas agréés, beaucoup de syndicats autonomes. C'est très difficile de créer une association. On a perdu au moins 50% des associations. On était autour de 90 000 associations en Algérie. Avec la nouvelle loi et les mises en conformité, au moins 55% jusqu'à 60% des associations ont disparu du fait de la mise en conformité, et beaucoup parmi les 40-45% restantes n'activent quasiment plus. Donc il y a vraiment une chape de plomb qui permet au système de négocier les acteurs qui peuvent parler, qui ont droit de citer, et ceux qui ne l'ont pas. Donc le premier axe sur lequel il faudrait qu'on démantèle ce système, c'est la possibilité aux citoyens de s'organiser en partis, en syndicats, en associations, de la manière la plus libre. On va vous citer quelques exemples de mesures, notamment le retour au système déclaratif, comme ça se passe partout dans le monde. Le deuxième point concerne l'appareil judiciaire. On en parle ces derniers jours. L'arbitraire est en train de prendre des proportions très alarmantes, mais déjà dans les fondements du système, du fonctionnement du système judiciaire en Algérie, même avant le 22 février, le système autoritaire avait des règles de fonctionnement qui permettent justement à ce que on passe qui on veut, comme on veut, et voilà, il y a peu de respect un peu de la loi. Donc le deuxième axe sur lequel on propose de démanteler le système, c'est dans ce volet-là. Le troisième, sur lequel Nebni a pris la parole de nombreuses fois, c'est l'économie, la distribution de la rente et la façon avec laquelle la gouvernance économique opère est l'un des piliers de ce système sur lequel on a fait des propositions pour permettre de dépasser les différentes entraves. L'allocation des ressources, ça aussi c'est un point hyper important. Aujourd'hui, sur quelle base se fait l'allocation de ressources? Qui décide de quoi? Comment? Ça fait partie aussi des axes sur lesquels le système entretient les clientèles, étouffe les clientèles.
on parle souvent de la distribution de la rente de la publicité et comment elle permet de tuer un pan entier des médias algériens et de faire revivre ou permettre à d'autres de vivre. Comment s'opère cette allocation, qui contrôle, sur quelles règles ça se passe. Donc nous proposons aussi des choses dans ce domaine-là. Et enfin, l'appareil policier et sécuritaire, ça c'est un axe hyper important. Aujourd'hui, on voit que l'appareil sécuritaire est utilisé de manière plus ou moins abusive, mais ça a toujours été le cas. Nous proposons un certain nombre donc de mesures qui permettent justement de démanteler ce qui permet aujourd'hui à un système de se maintenir en utilisant de manière des fois très excessive un peu un appareil qui est censé protéger les citoyens. Et on en connaît un bout ces derniers jours avec les arrestations, les kidnappings quasiment de gens en faisant fi de toute règle de droit et de respect de la dignité humaine. Donc voilà, les 50 mesures ont été classées en 5 axes. On va vous donner juste quelques exemples, Mabrouk, si tu veux bien. Oui. Donc voilà, donc on a planché sur ces 5 axes en faisant des propositions de changement dans les règles de fonctionnement ou alors dans la mise en place de contre-pouvoirs. Comme je disais, de contre-pouvoirs qui peuvent être soit dans l'équilibre des pouvoirs classiques, soit surtout dans la capacité de la société civile à s'organiser pour contrôler et s'assurer que on sera dans un véritable donc état de droit. Alors, il faut savoir que 2 choses. Bon, l'idée est vraiment de construire cette plateforme de manière donc collaborative avec tous nos partenaires, avec tous les citoyens de bonne volonté, tous les spécialistes, tous les experts. Il est clair que derrière ce système autoritaire, il y a une ingénierie qui date du tout début de l'indépendance, voilà, de l'Algérie, voire même avant, absolument. Donc, pour démanteler cela, ça nécessite clairement de l'expertise fine parfois, et ça, donc, personne à lui seul n'a la capacité à dire voilà où est-ce qu'il faut aller. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on doit construire avec tout le monde, et nous l'espérons avoir une plateforme qui sera supportée, qui sera portée par tous les acteurs, que ce soit de la société civile ou de la société politique. Donc, pas mal des propositions qu'on a fait dans ce rapport, en réalité, proviennent de travaux qu'on avait fait dans le passé. Donc déjà en 2020 sur le volet de la gouvernance publique, on avait fait des propositions en matière de plus de transparence, de plus d'équilibre, de plus de redevabilité, et aussi dans le manifeste pour l'état de droit qu'on avait aussi publié, je pense, en 2013. Donc, c'est des mesures qui obéissent au bon sens et c'est à la bonne volonté. Si on veut véritablement mettre en place un État démocratique qui puisse se développer. Sans ça, on sait très bien que le pire est devant nous. Donc, et bien sûr, il y a aussi des propositions qui sont plus récentes, qui sont nées de la réflexion depuis le 22 février et les dernières semaines. Donc ici, on va essayer de parcourir quelques exemples. Donc, sur les 5 axes qu'a présenté Abdelkrim, donc à chaque fois, on a les 3 leviers qui sont utilisés par le régime ou le système, ce qu'on appelle souvent le système FZAIR, pour essayer de déconstruire, de démanteler les pratiques et pour mettre en place des bonnes pratiques. Donc, concernant les espaces politiques, associatifs et citoyens, donc on va retrouver les 3 leviers qu'il va falloir reconstruire en fait. Donc, en ce qui concerne la nomination, on a parlé tout à l'heure d'opacité, de non-redevabilité. Donc la nomination, c'est de réduire, par exemple, en fait là c'est pas un exemple, pardon, mais c'est un des chantiers, on va dire, c'est de réduire le pouvoir de nomination de l'exécutif pour les responsables d'institutions garantes des libertés individuelles et collectives. D'accord ? Pourquoi cela ? Parce que
si c'est l'exécutif qui nomme les personnes qui sont censées le contrôler, il est clair qu'on n'ira pas loin. Bon, un des exemples qu'on proposait ici, mais alors on en a fait plusieurs. C'est ce qu'ils vont faire les 50 propositions de mesures. C'est ici donc la suppression du pouvoir de nomination de l'exécutif du président de la NIE. Encore une fois, voilà, les propositions qui sont faites ici, donc elles sont maintenant publiées, elles seront soumises au débat et voir quelles sont les plus pertinentes, comment les renforcer, comment s'assurer qu'on peut les mettre en œuvre, quel va être l'impact sur tout l'écosystème. Peut-être un point qu'on n'a pas souligné en introduction, l'idée est aussi vraiment de préserver la pérennité de l'État, parce qu'on est en droit de s'inquiéter pour la pérennité de l'État, tellement ce qu'on a vécu les dernières années, que ce soit en termes de souveraineté économique ou de capacité des institutions qui ont été pour beaucoup vidées de leur sens, il y a une vraie inquiétude. Donc, ce qu'on est en train de proposer ici, c'est évidemment d'assurer la pérennité de l'État et la sauvegarde même de l'État. Il y a de quoi être extrêmement inquiet. Alors, le deuxième volet ici, donc sur les libertés, c'est de garantir les libertés individuelles et collectives. Liberté de la presse, d'association, de réunions et d'activités politiques. Donc ça, c'est un chapeau et on va trouver ici encore un certain nombre de propositions de mesures. Par exemple, ici, c'est d'éliminer du corpus légal toute référence à des délits d'opinion, des délits d'expression, d'outrage à corps constitué, parce qu'on sait très bien que c'est le meilleur moyen de mettre une chape de plomb et d'interdire toute voix qui serait en contradiction avec le régime. En matière d'opacité, réduire l'opacité dans le fonctionnement des organisations politiques et associatives. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dedans? C'est par exemple, il y a un sujet sur les élections. Un jour viendra où on aura des élections libres et transparentes. Donc, typiquement, ce serait d'avoir accès aux listes électorales. C'est tout ce que c'est un des leviers les plus importants pour la fraude. Accès au PV et une ouverture totale sur les bureaux de vote. Voilà. Je te passe la main. Sur l'axe des libertés, vous pouvez le constater dans le document, il y a une série donc de mesures. En fait, les trois piliers traversent les 5 compartiments. Sur chaque thème, on a des propositions qui concernent l'opacité, qui concernent le pouvoir de nomination et qui concernent l'entrave aux libertés. Il y a la question sur la presse et l'audiovisuel, c'est-à-dire l'un des points aujourd'hui, des maillons faibles qui empêchent la transition de s'opérer, une sortie de crise, c'est que le fonctionnement de ces médias, notamment publics, mais aussi privés, est complètement enchâssé à l'exécutif, ce qui nous ramène à des situations comme ça, burlesques, où une chaîne non établie en Algérie aujourd'hui est devenue la référence. Donc vous imaginez un peu sur le plan de la sécurité nationale, qu'est-ce que cela suppose. Et tout ça est lié au fait qu'il y a un fonctionnement de ces institutions médiatiques qui est lié à la capacité de ce pouvoir de nommer, de dégommer, d'attribuer les budgets en toute opacité. Donc si on n'agit pas à ce niveau-là, et on a fait des propositions concrètes dans ce sens-là, on aura toujours, même si on change de régime politique. En fait, on utilise les termes régime et système. En Algérie, on utilise le concept système pour désigner et l'un et l'autre. Donc, le régime politique, mais aussi le système en tant que tout, en tant qu'acteur et interrelation entre ces acteurs. Donc, dans le texte, on essaye d'épouser cette polysémie du terme système, alors qu'il y a en réalité. Donc voilà, sur la partie liberté, les associations également, nous proposons une refonte totale donc de la loi sur les associations pour revenir au système déclaratif.
et aussi la transparence sur le fonctionnement des partis, parce qu'il faut incriminer le pouvoir, mais également les associations et les partis qui sont loin d'être irréprochables aussi sur ces questions-là. Ils ne publient pas de rapport, il n'y a pas de rapport d'audit, on ne connaît pas comment ça fonctionne, ce qui laisse un peu... On sait très bien qu'il y a beaucoup d'entraves au fonctionnement, il faut le dire, mais il faut souligner également que rien n'empêche une association ou un parti d'être transparent sur son fonctionnement, sur son board, donc le bureau exécutif, qui est membre, quelles sont les sources de financement, quelles sont les règles de financement, est-ce qu'ils acceptent de l'argent des bailleurs de fonds, des donateurs, c'est pas interdit si ça passe par la voie légale, mais il faut que ça soit transparent. Donc l'opacité, elle est également dans le fonctionnement des autres acteurs, pas que dans le fonctionnement de l'État. Donc nous proposons d'instaurer des règles de transparence à tous les niveaux, partis, associations. Donc ce point-là, je voulais juste le souligner, mon bro. Vas-y, continue sur le slide suivant, sur l'allocation des ressources publiques. L'allocation des ressources publiques, alors on a plusieurs points. Sur le volet 1, on avait proposé alors je vais juste citer quelles sont celles qui, de mon point de vue, parlent le plus. Alors je en profite pour faire un commentaire sur les... Aussi un des leviers classiques du système, c'est... vous savez, il n'y a rien de plus précaire comme job que celui de haut fonctionnaire ou de directeur central dans la plupart enfin dans la totalité des administrations, qu'elles soient centrales ou délocalisées. Et c'est aussi, c'est-à-dire que si l'État ne protège pas ses fonctionnaires et ses hauts fonctionnaires, le résultat c'est simple, c'est qu'on a des réseaux de loyauté entre guillemets, c'est-à-dire que n'importe quel haut responsable va faire fi de ses prérogatives, va faire fi de sa responsabilité vis-à-vis de son travail, de ce pourquoi il est payé, de ce pourquoi il est là, et va s'aligner avec des instructions qui viennent d'ailleurs, qui soient anticonstitutionnelles ou alors qui soient obscures. Et donc protéger les fonctionnaires, protéger le personnel de l'État est indispensable. La manière dont on nomme les responsables et la manière dont on les dégomme est clairement un levier qu'il va falloir déconstruire. Voilà. Je voulais juste, à titre d'exemple, citer les mesures 41, 42 et 43 pour vous donner un exemple sur comment on devrait travailler pour démanteler. La proposition numéro 41, c'est la transparence totale sur les grands contrats d'approvisionnement, de travaux, études et de sous-traitance des grands groupes publics, inclus les grandes entreprises du secteur de l'énergie et des grands donneurs d'ordre public. Le cadre de passation des marchés publics de l'État s'appliquera à toutes les entreprises publiques hors secteur de la défense. Donc vous imaginez que si on avait une telle règle, toutes ces ces accusations, toutes ces opérations malsaines qui se sont opérées, on aurait pu les détecter beaucoup plus tôt et éventuellement agir s'il y avait cette transparence-là. La mesure 42, c'est transparence totale concernant les bénéficiaires et les termes de toutes les concessions octroyées par l'État à des opérateurs privés, y inclut les concessions minières, et Dieu sait qu'on a entendu des choses sur ça, de transport, de services publics, de gestion d'infrastructures publiques. Toutes les informations concernant les concessions seront publiées en ligne. On n'aurait pas eu des haddad, je sais pas qui ont été attributaires. On a entendu des choses atroces aujourd'hui. 1000 hectares, 100 hectares, 40 hectares ont été octroyés à des personnes privées dont beaucoup n'avaient absolument rien à voir avec ni le développement de l'agriculture, ni un quelconque projet en rapport, en toute opacité. C'est-à-dire, il y avait une allocation des ressources de l'État, bien sûr par les réseaux de prédation et de clientélisme, mais aussi parce qu'il y a cette possibilité à partir du moment où on ne sait pas qu'est-ce qui est en train de se passer.
Et donc, si on avait une règle de transparence, juste de publication, à la limite, avant d'arriver à dire c'est bien ou pas bien, tu me dis qui a été attributaire de tel ou tel contrat et que tout le monde a le droit de savoir. Après, les journalistes peuvent enquêter, les associations peuvent enquêter ou pas, si l'attribution s'est faite dans le respect de la loi. Donc, c'est hyper important de lier ça. Et enfin, je terminerai par la mesure 43. Publication de l'identité des bénéficiaires et termes de licence exclusive et autorisation exclusive relevant de la décision discrétionnaire de l'État. Exemple, les autorisations d'importation de certains produits dont le commerce est réglementé, pharmacie, produits sensibles, produits soumis à quota d'importation, autorisation d'exportation pour certains produits. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, l'une des règles de fonctionnement de ce système qui permet de créer des clientèles, de les entretenir et donc d'allouer les ressources de l'État, le cas atypique, c'est l'automobile. On avait un marché qui fonctionnait, tant bien que mal, mais il fonctionnait, puis on décide du jour au lendemain de changer les règles du jeu, mais il y a quelque part une décision d'octroi de ce privilège à un certain nombre d'acteurs. Comment se fait ce processus-là? Si on ne démantèle pas ça, cette capacité qu'on donne à ces acteurs-là d'octroyer des privilèges à des acteurs plutôt que d'autres de manière non transparente, on ne va pas désamorcer, on va changer. C'est ça la pérennisation du système. Il y aura Qaddour, Machi Amar, mais il va faire la même chose. Il va peut-être choisir d'autres acteurs. Et il y aura une autre Essaba qui peut-être elle est là, elle est en train d'attendre, ou certains ne sont pas en prison. Et on va leur redonner les mêmes privilèges autrement. Donc il faut agir à ce niveau-là, ne plus permettre à ce que des agents publics, fût-il le Premier ministre ou même président de la République, n'a pas le droit d'allouer les ressources publiques, surtout si elles sont rares, de manière non contrôlée et opaque. Donc nous proposons un des leviers, c'est la transparence, et puis aussi la redevabilité. L'un des points sur lesquels on n'a pas insisté, c'est que le Parlement doit avoir un grand rôle dans la nomination donc des cadres, dans la nomination des ministres. Vas-y. Juste ici, il y a un exemple justement dans ce que tu es en train d'expliquer. Effectivement, c'est une fois qu'on aura évidemment une assemblée qui sera élue démocratiquement, soumettre toutes les nominations des hauts responsables et des dirigeants des grandes institutions donc à l'approbation de l'assemblée. Ça fera partie de l'équilibre de pouvoir, c'est-à-dire que l'exécutif n'aura pas un monopole absolu sur cette question-là. Tu as précédé pas mal d'articles qu'on allait présenter. Justice et l'appareil sécuritaire et policier. Alors, non. Ouais. Donc, réduire l'utilisation des fins politiques de l'appareil sécuritaire et policier. Donc, un des premiers volets donc liés aux nominations, c'est de transférer le pouvoir de nomination des responsables sécuritaires à la sphère civile, et notamment à travers, aux civils qui ont été notamment élus, qui ont des mandats élus. Donc ici, ce qu'on propose, c'est d'avoir un ministre de la Défense qui soit civil, qui soit soumis aux mêmes règles que ses pairs, donc les autres ministres du gouvernement. Et un autre sujet, c'est la restriction des habilitations préalables, sauf pour des postes relevant de la sécurité nationale. On sait que, c'est un point qui est effectivement critique. Ça permet d'avoir un contrôle de manière totalement opaque sur les nominations, mais qui n'est absolument pas justifié, en tout cas dans la plupart des cas. En matière de liberté, donc, effectivement, c'est tenir à l'écart l'appareil sécuritaire des affaires politiques et civiles. Donc, par exemple, la suppression de la police judiciaire du ministère de la Défense nationale. La refonte de la compétence des tribunaux militaires en temps de paix. En temps de paix,
pourquoi un tribunal militaire jugerait un civil. C'est un tribunal civil de juger un civil. Et là, on constate tous, on est en train de, les dérives sont en train de s'aggraver sur ce sujet-là. En matière d'opacité, donc de réduire l'opacité du fonctionnement de la défense vis-à-vis des représentants élus, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des caractères sécuritaires, il y a du secret défense, mais il y a un très grand nombre de sujets qui devraient être soumis à l'approbation et au contrôle des représentants élus par le peuple. Donc, notamment, on demande l'audition annuelle du ministre de la Défense auprès de l'Assemblée élue, démocratiquement évidemment, sur les orientations stratégiques militaires et le fonctionnement de son administration. Ça, c'est des sujets qui doivent être partagés avec les élus représentants du peuple. Donc, l'idée ici, c'est à terme de mettre le pouvoir militaire sous le contrôle du pouvoir civil élu. Donc on imagine bien que c'est des choses qui vont prendre du temps, qui vont se faire de manière graduelle, mais si on veut mettre en place un État démocratique, un État de droit qui assure la souveraineté du pays, parce qu'au final, les militaires comme les civils, tous responsables confondus, une de leurs première responsabilité, c'est d'assurer la souveraineté de notre pays, son indépendance et son développement économique. Si on ne met pas en place des règles démocratiques qui protègent les institutions, on sait où ça nous mène. Voilà. Juste, je reviens sur la mesure 46, c'est-à-dire de réduire les enquêtes d'habilitation aux seuls postes qui ont un caractère sécuritaire. Aujourd'hui, en fait, le vrai levier de nomination, c'est celui-là. À partir du moment où il y a des enquêtes d'habilitation préalables aux mains des services de sécurité, donc vous donnez en réalité le pouvoir de nomination à l'appareil de sécurité, et ça se fait de la manière la plus opaque, et on sait très bien aujourd'hui pourquoi il y a ces réseaux d'allégeance, parce que ça passe par là. La nomination à l'ensemble de ces postes passe essentiellement, en majorité on va dire, par ces réseaux. Donc nous proposons, et ça c'est une mesure, elle est quand même importante, si on la maintient, on ne pourra pas du tout renouveler le personnel gouvernant dans ce pays, et la laisser exclusivement aux postes ayant un caractère sécuritaire, et demander à ces services, exiger de ces services de partager les enquêtes avec le Parlement, les commissions spécialisées des nominations pour bien sûr les postes importants. C'est-à-dire que même les enquêtes, quand elles ont lieu, il faudrait qu'elles soient partagées avec les représentants élus démocratiquement par les Algériens. Donc ça, c'est un levier quand même qui nous tient à cœur, et nous pensons qu'il est au cœur de la pérennisation de ce. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas pour rien que vous avez des gens, ils font allégeance à ceux qui les ont nommés, à ceux qui les ont faits. Il n'est pas nommé par ses pairs, il n'est pas nommé par les citoyens, et donc c'est pas à eux qu'il va rendre compte. Donc c'est aussi basique que ça. Donc tant qu'on n'agit pas sur ce levier-là, on ne pourra pas encore une fois faire évoluer la machine. Elle va se renouveler en changeant uniquement la façade. Voilà. On fait. Oui, justement, juste un petit commentaire, parce que tu as préparé justement la transition, c'est-à-dire que parler de renouvellement des façades du régime, il y en a qui seront peut-être un peu frustrés de voir qu'on ne présente pas une liste de personnes, les Amit Nahaouga. On a mis travaillé sur cette question, mais on voudrait pas noyer le poisson, parce que si on commence à donner une liste, il y a deux difficultés par rapport à ça. La première, c'est qu'on risque de surtout s'intéresser à la liste, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, et on oublie de démanteler les pratiques qui ont permis de pérenniser le système autoritaire et corrompu. Et le deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup de responsables qui sont des acteurs clés du système et qui sont totalement sous les radars.
Bon, c'est facile d'identifier les walis ou les ministres ou en disant il faut les amis mais il y a aussi beaucoup de responsables dont on ignore, c'est-à-dire quand on n'est pas dans le secteur en question, on ignore à quel point ils peuvent être nuisibles et à quel point ils sont clés dans le fonctionnement du système. Donc c'est un sujet qui doit être justement travaillé en collaboration avec les spécialistes de chacun des secteurs, que ce soit la justice, que ce soit les systèmes de sécurité, que ce soit l'énergie, etc. Voilà. Tu voulais dire quelque chose? Non, juste pour dire que cette question est légitime, hein. C'est-à-dire en fait, on a deux volets dans Yitnahaouga, les règles du système. Ça, c'est l'objet de ce travail, et pour nous, c'est le plus important. Mais il y a aussi, nous considérons que Yitnahaouga, au sens d'enlever des personnes qui représentent ce système-là, c'est aussi une question légitime. Maintenant, elle pose des tas de questions, des questions qu'a soulevé Mabrouk, c'est l'inclusion et l'exclusion. On va inclure des gens qui n'ont pas à y être, et on va exclure des gens qui devraient y être, et on n'a pas les capacités à ce stade-là de faire ça. Le deuxième point, c'était de faire une chasse aux sorcières et d'accompagner un peu un processus nocif qui est de cibler mes ennemis et de les éliminer sans aller à l'essentiel. Il y a aussi l'autre point, c'est de déstabiliser le peu d'institutions qui nous restent. Il faut qu'on soit vigilant. Nous appelons à une transition sereine, douce, qui permet à ce que les choses se passent le plus normalement. Ceci dit, dans le papier, on dit que aucun processus de transition ne commencera s'il n'y a pas un minimum de changement, bien sûr, du Parlement et du gouvernement, donc les ministres qui ont été nommés par l'ancien président, qui sont toujours là, le Premier ministre, les walis, notamment les walis dans les wilayas importantes, certains ambassadeurs qui ont été dans l'excès, dans le soutien donc du 5e mandat, certains qui ont accompagné les fameux ambassadeurs du système qui sont allés appelés à l'ingérence étrangère. Donc je pense que il y a parmi les ambassadeurs des gens qui sont allés très au-delà de leur mission de représentant de l'État algérien. Ceux-là, il faudrait probablement les rappeler. Donc voilà, il y a quelques postes clés que tout exécutif, s'il veut être sérieux, doit les changer, ou même actuellement, ils doivent être changés. Donc même si on est tolérant dans l'exigence de changement donc des acteurs, etc. Et c'est la posture Nebni de dire essayons d'être sages sur ça et de ne pas être trop exigeants, mais il y a un strict minimum qu'il faut enclencher le plus rapidement possible pour donner une quelconque crédibilité à une transition, mais sans chasse aux sorcières, laisser la justice, dès qu'on aura une justice indépendante, faire les diligences qu'elle veut, permettre à ces gens aussi de se défendre, parce qu'aujourd'hui on a peut-être des bandits qui sont emprisonnés, mais manifestement ils n'ont pas pu bénéficier des conditions qui leur permettent de se défendre. On veut bâtir une nouvelle Algérie sur des règles saines, pas sur des règles un peu malsaines. Voilà. On conclut. Oui, ça fait déjà 45 minutes. Non, si tu veux bien présenter, est-ce que tu veux présenter les prochaines étapes là? Si tu veux. Bon, très rapidement, après on pourra l'expliquer. Donc, ce qu'on va faire, c'est, comme un petit peu à notre habitude, donc c'est travailler sur les mesures qu'on propose de manière complètement participative, donc que ce soit sur les réseaux sociaux, travailler avec nos partenaires de la société civile. Et en particulier, il y a un espace où chaque samedi, on rencontre les citoyens, et on va à partir de samedi prochain focaliser ces rencontres sur des ateliers et discuter un petit peu toutes les mesures qu'on propose ici, et avoir un petit peu le retour des citoyens et faire vraiment des ateliers de travail. Et donc on a l'ambition, à partir dans 15 jours, donc de commencer à faire des publications hebdomadaires sur justement le résultat des travaux qu'on fera avec tous nos partenaires et tous les gens les citoyens qui travaillent avec nous. Et enfin,
on produira un rapport final, date symbolique, le 22 février. Donc chaque semaine, on produira des mesures un peu plus affinées qu'on aura élaborées avec tout le monde, et on fera une synthèse et un rapport final le 22 février 2020, Inch'Allah. Voilà, et on vous remercie pour votre attention. Juste un mot, c'est-à-dire nous serons ravis dans cette campagne, donc sur 12 semaines peut-être, d'aller dans les universités. On a déjà eu l'occasion donc d'aller à Constantine, à l'est, à l'ouest, mais très peu. Donc si il y a des associations, des étudiants et des professeurs, nous serons ravis de donner la priorité à ces acteurs, notamment à l'intérieur du pays. Maintenant, on va organiser aussi des rencontres avec les personnalités, les partis politiques à qui on va remettre ce travail. Nous profitons de cette occasion pour saluer toutes les initiatives qui œuvrent à trouver des solutions à la crise politique, la plus récente étant l'appel des 20 personnalités d'hier, que le collectif Nebni salue, considère que ça peut offrir un cadre, ça ouvre une nouvelle alternative très sérieuse que nous saluons. Donc les gens de ce groupe font partie des personnes à qui on va destiner le document, et dans la mesure de nos moyens de rencontrer, de discuter avec eux. À la fin, donc, Inch'Allah, vers le 22 février, pour fêter ensemble l'année du Hirak, on va publier un nouveau rapport de la plateforme, mais qui aura été enrichi de tous ces débats avec des experts, avec des politiques, mais aussi avec des citoyens. On veut aller voir aussi la nomination, est-ce que ça leur parle, est-ce qu'il y a d'autres points qui sont plus importants, et on vous promet un rapport encore plus étoffé. Bien sûr, nous répondrons à tous nos amis de la presse, Inch'Allah. On en profite aussi pour lancer un appel, vu qu'il y a un volet qui vous concerne directement, mesdames et messieurs, sur la question de la liberté des médias, la liberté de la presse. On aura besoin de votre aide pour valider, pour améliorer, enrichir les propositions qu'on fait. Voilà. C'est comme ça. Il a piqué la première question, donc c'est bon, j'ai plus besoin de la poser. Et la deuxième, c'était, vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez la participation des gens. Par quel système vous allez passer? Est-ce que c'est juste la page Facebook et les gens mettent des commentaires, ou est-ce que vous avez une plateforme particulière sur laquelle c'est en ligne pour que les gens puissent s'organiser puissent répondre, co-répondre, etc. Je réponds, tu complètes. Alors, ça va se faire par les différents canaux qu'on utilise habituellement. Donc, effectivement, ça va être via la page Facebook. Ça va être aussi, donc, on a mis en place des Google Docs où les gens qui sont intéressés, qui sont prêts à produire, pourront aussi participer. Et puis, peut-être qu'on va revenir aussi au format de Nabini 2012, si vous vous souvenez, où on avait donc une plateforme web où on pouvait échanger avec les citoyens internautes. Ça, c'est pour la partie virtuelle, mais on compte aussi beaucoup sur les discussions en atelier avec soit des citoyens, soit des partenaires de la société civile et des experts, des spécialistes de différents sujets. Avoir un souci en termes géographiques, c'est-à-dire que les experts sur certaines questions ne sont pas à Alger, donc ils ne vont pas pouvoir venir le samedi. C'est pour le volet web, ça. Oui, effectivement, donc c'est pour ça qu'on va utiliser les deux. Ok. On va utiliser les deux. Mais on aimerait se déplacer, permettre aux gens aussi d'organiser eux-mêmes des débats sur ces questions et d'alimenter ton idée là, de plateforme est intéressante. On va creuser. Si on voit un engouement, on est prêt à voir si on peut le faire dans les limites de nos moyens. Mais déjà, on va avoir des rencontres physiques. On va avoir un espace dans le site, mais également sur les réseaux sociaux. On espère faire un premier test, mais encore une fois, ça dépend aussi de nos moyens et du temps, de faire un peu de vulgarisation, c'est-à-dire de prendre certaines mesures et d'essayer de les mettre de manière didactique, avec un langage qui parle aux citoyens, et de voir est-ce que ce type de capsules, de vidéos pourrait intéresser du monde. Donc on va faire une opération dans les 2 semaines qui suivent et on va voir est-ce que ça a du sens
Donc il y a un espace un peu technique de débat avec des gens qui vont nous critiquer, enrichir. Donc ça, c'est des spécialistes dans chaque domaine. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est aussi la vie des politiques et des citoyens. C'est-à-dire, est-ce que les acteurs politiques aujourd'hui voient l'intérêt d'endosser une telle plateforme et pourquoi pas un jour s'engager à la mettre en œuvre? Et aussi le citoyen, est-ce qu'il pense que c'est important pour lui de désactiver les leviers de ce système autoritaire, antidémocratique ou faiblement démocratique, ou non? Donc c'est aussi ça le challenge, on veut voir. Donc les documents sont disponibles sur nebni.org, comme tous les documents de Nebni. Il est traduit en arabe. Encore une fois, on n'arrive pas encore à faire une traduction tamazight. On a essayé même cette fois-ci, mais on n'a pas pu le faire. Donc on ne désespère pas un jour que toutes nos publications soient disponibles dans les 3 langues. Sachant que Nebni, nous finançons tout par nos propres moyens, donc nous n'acceptons aucune aide d'aucune institution ni entreprise, donc c'est les membres qui cotisent pour prendre en charge les différentes dépenses. Donc on a des moyens, on va dire, limités, mais ça suffit. Fiha baraka. Nous, à plateforme d'interface média, avec ces 3 médias, on est un compagnon de route de Nebni dont on suit les productions depuis 2011 et donc pendant très longtemps la question qui se posait, c'était notamment avec les 100 mesures pour 2012, c'était toujours à qui s'adressent vos propositions, et il y a toujours eu ce débat. Nebni ne demande pas, ne requiert pas un changement politique fondamental pour engager une partie des mesures qu'il propose. D'où l'intérêt, d'où vous avez été reçu dans une tripartite, enfin vous avez participé à une tripartite du temps, je pense, du gouvernement Sellel, pour qu'on vous écoute sur les propositions, parce qu'il y avait une partie de vos propositions qu'on pouvait commencer à déployer sans qu'il y ait un chamboulement institutionnel comme celui que propose aujourd'hui le mouvement La Révolution du 22 février. Donc la question c'est, il n'y avait pas ce préalable auparavant. Dans cette plateforme-là, est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a une partie de ces mesures-là qu'on peut commencer à mettre en œuvre alors que nous savons dans un peu le chaos dans lequel nous sommes, enfin on ne sait pas s'il y aura des élections le 12, s'il y aura un nouvel exécutif, ou est-ce que les règles, parce que c'est surtout des règles que vous proposez, sont quand même liées à un préalable qui, quand on regarde un petit peu, pour une certaine partie de ces préalables, passe par une révision de la Constitution, parce qu'il y a des dispositions sur les nominations, sur les auditions, qui sont de l'ordre du constitutionnel. Et donc, comment vous placez par rapport à cela? Parce que effectivement, c'est extrêmement intéressant, c'est documenté. Quand on réfléchit un peu, c'est quoi Nahawga, comment on peut réformer le système et donner un sens à ce mot d'ordre populaire, c'est en allant dans cette direction. Mais on comprend bien quand même qu'il y a, un peu comme en 2012 sur le Titanic, changer de cap, etc., on a un peu le sentiment qu'il y a un préalable qui est un non-dit dans ce texte-là. Et donc on a un peu le sentiment que c'est une plateforme qui s'adresse surtout à ceux qui vont arriver aux affaires après et qui vont arriver aux affaires sur de vraies bases démocratiques. Sinon, ça ne sert à rien. Donc la question, c'est est-ce qu'on est aussi quand même dans cette offre qui en fait ne s'adresse pas complètement aux gens qui sont sur place, un peu comme avant, elle s'adresse aux gens qui vont venir après. Merci beaucoup, Hassan. Effectivement, un point extrêmement important. Je rappelle juste ce que j'avais dit en introduction, dans les propositions qu'on avait faites, que ce soit en 2012 ou en 2013, ou après, effectivement, on a beaucoup mis l'accent sur la réforme de la gouvernance publique et sur la réforme des institutions de l'État, notamment dans la proposition de manifeste pour l'État de droit, où en fait, tout ça, c'était déjà des éléments de réforme et de démantèlement du régime. Hein. C'est clair, il faut juste revenir à ce qui était écrit en 2012, 2013, 2014. C'était clairement ça.
on n'avait pas la naïveté de croire que sans changement politique majeur, ça pourrait être mis en place, effectivement, et c'est encore le cas aujourd'hui, en réalité. Donc, à qui on s'adresse? On s'adresse aux Algériens de bonne volonté. D'abord, il y a un travail de réflexion, de dire qu'est-ce qu'il va falloir faire, mais après, ensuite, effectivement, il va falloir que ce soit des acteurs soit qui sont concernés par la décision, c'est-à-dire le pouvoir politique. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'eux-mêmes acceptent d'aller vers une transformation du régime, d'accord, et ensuite les futurs acteurs qui seront élus, soit pour des mandats exécutifs, soit pour des mandats législatifs, de mettre en œuvre les propositions qu'on fait. Mais effectivement, après, nous, voilà, on reste un think tank et on fait des propositions, mais la mise en œuvre va dépendre et du pouvoir politique actuel, clairement. Il va falloir qu'ils acceptent ça. De la même manière qu'on proposait, comme je disais, en 2012, 13 et 14, toutes ces propositions de changement. S'ils n'acceptent pas, ça passera pas. Et on ira vers l'effondrement, l'Aïstana, qu'il soit économique ou social ou tout court. Soit on accepte et on met en œuvre ce type de propositions, on les négocie, on les améliore, on les met en place de manière graduelle, mais on y va. Voilà. Juste une réaction, je vais essayer de ne pas donner mon avis, mais rester dans le mandat de Nebni. On l'a écrit très tôt, c'est-à-dire à Nebni, on est convaincu qu'il y a un avant 22 février, un après 22 février. Nous considérons que la transition, elle est engagée. Elle a été engagée le 22 à 16h, 17h. Donc aujourd'hui, c'est les soubresauts du système autoritaire qui veut résister, ce qui en reste, un noyau du régime qui n'est pas encore d'accord avec nous sur ce constat que l'Algérie a basculé vers autre chose et qu'ils ont intérêt à s'arrimer à ce mouvement populaire justement pour négocier une transformation qui soit bénéfique pour tout le monde. Donc je comprends et je suis plutôt d'accord que c'est pas une feuille de route qui va être mise par un gouvernement illégitime ou même par un pouvoir de fait qui lui-même doit être transformé. Nous proposons de démanteler les logiques qui ont présidé à ce système-là depuis 62, c'est-à-dire le fonctionnement opaque, le pouvoir de nomination, l'allocation de ressources. Nous disons que c'est ça les leviers et ce que nous proposons ici. Donc c'est pas un régime qui veut se maintenir ou louvoyer ou essayer de nous avoir avec des je ne sais quoi qui entendrait donc forcément on est dans l'Algérie d'après. Donc maintenant nous pensons que cette négociation doit se faire. Y compris avec le pouvoir de fait. On l'a dit en tant que Nebni, quand on a publié le travail sur les expériences de transition dans le monde, parmi les leçons, c'est que une transition négociée suppose de parler avec le pouvoir de fait, et en Algérie, c'est l'armée, c'est pas quelqu'un d'autre. Il faut pas se faire d'illusions ni se cacher derrière son petit doigt. C'est complexe, on sait pas faire, eux aussi ne savent pas faire. Ça va se mettre en place, à mon avis. Ça prendra le temps que ça prendra. L'autre point, oui, Ihsan, tu as raison. C'est-à-dire, ça nécessitera un changement de la Constitution, soit avec des amendements sur l'ensemble des actes sur lesquels nous sommes d'accord, ou bien carrément une constituante qui permettrait de faire des refondations totalement nouvelles. Donc le processus constituant tel que nous l'appellent nos amis du pôle de l'alternative démocratique est un point clé, et je pense qu'on a un consensus qui converge vers ça. Maintenant, tout le monde n'est pas à l'aise avec l'idée de la constituante, mais je ne vois pas beaucoup de gens qui ne voient pas la nécessité de revoir la Constitution de manière sérieuse. Donc, oui. Voilà. D'autres remarques, questions? On vous a assommé avec un long développement.
cas, on est dans, pour reprendre la question du temps, on est pas que dans l'après, on est aussi dans le maintenant, parce qu'il faut savoir où est-ce qu'on veut aller. Et il faut que on parle de choses qui soient précises. Quand on parle de négociation, quand on parle de toutes les initiatives qui sont aujourd'hui très intéressantes de la part de la société civile ou là des personnalités ou des partis politiques, il faut aussi qu'il y ait un contenu sur lequel on soit d'accord. C'est-à-dire que nous, on ne pense pas qu'il puisse y avoir de transition sereine et pacifique s'il n'y a pas négociation. Et donc, voilà les sujets sur lesquels on doit discuter. Et là, on parle avec le pouvoir politique. Et on espère que le pouvoir politique a acté qu'il y a eu ce changement, qui est devenu, qui s'est formalisé le 22 février. La société algérienne a changé. La société algérienne aspire à une véritable démocratie. On a dépassé nos clivages et nos divisions. C'est terminé. Ça a permis de maintenir la chape de plomb pendant des décennies. C'est plus le cas aujourd'hui. Là, on a une population, un peuple qui est jeune, qui est éduqué, qui a compris ce qui s'est passé, qui ne veut plus revenir en arrière. On espère que le pouvoir politique l'a aussi compris, l'a aussi acté et qui va accepter cette transformation. Et c'est une base de discussion. Très bien. D'accord. En tout cas, on est à votre disposition. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Comme ça. Merci à l'équipe Radio M. À l'interface média. À chaque fois. On est chez nous ici. Comme ça. Merci.